Oui, merci Madame la Présidente du Conseil municipal. La crise du Covid, depuis 2020, a freiné une dynamique de justice sociale installée et efficace. Les derniers chiffres sur la croissance de l'INSEE datent du 29 octobre et sont probants. Un troisième trimestre à plus 3%, soit pour 2021, 6,25% de taux de croissance, unique en Europe. Et nous avons gardé toutes nos dents, Monsieur Bach. Un mot sur l'emploi. Le taux de chômage actuel en France est de 7,6%, le plus faible depuis 13 ans. Le taux de chômage est en baisse depuis 4 ans. Entre fin 2020 et fin juin 2021, 438 000 personnes ont trouvé un emploi, alors que pendant la crise, ils étaient près de 300 000 à l'avoir perdu. Les embauches sont au plus haut depuis plus de 20 ans. 3/4 sont en CDI, le dernier quart en CDD, en intérim ou en apprentissage. Alors, qu'en est-il à Grenoble ? Extrait du document du CCAS de la ville de Grenoble, les analyses des besoins sociaux 2020. Je cite. Pour donner un ordre de grandeur avant la crise, l'INSEE comptabilisait près de 12 000 Grenobloises et Grenoblois qui déclaraient rechercher un emploi, soit 16% de la population active grenobloise âgée de 15 à 64 ans. 16% de taux de chômage à Grenoble, soit 9 points de plus que la moyenne nationale. Avez-vous aidé les Grenoblois à trouver un travail, Éric Piolle ? Sur le pouvoir d'achat, selon le Trésor, les gains de pouvoir d'achat représentent 8 points en 5 ans. Les mesures du gouvernement ont bénéficié davantage aux 10% les plus modestes. Selon l'INSEE, en 2019, en France métropolitaine, le niveau de vie médian de la population, c'est-à-dire le niveau de vie auquel 50% de la population est au-dessus et 50% de la population touche moins, ce revenu médian augmente de 2,6% par rapport à 2018 et se situe à 22 040 € annuels. C'est sa plus forte augmentation depuis le début des années 2000. Selon l'OFCE, on constate une hausse du pouvoir d'achat pour les ménages de 1% par an, soit un gain annuel moyen de 334 €. C'est 4 fois plus que sous les 2 mandats précédents de François Hollande avec 76 € par an et de Nicolas Sarkozy avec moins 15 € par an, particulièrement pour les premiers 2 déciles fiscaux. Nous avons augmenté les salaires et baissé les impôts. En Isère, les ménages ont en moyenne économisé 1 450 € d'impôts par an. Nous avons baissé les impôts. Avez-vous augmenté les revenus de vos agents municipaux et baissé les impôts des Grenoblois, Éric Piolle ? Sur les inégalités, selon une étude de l'INSEE, les inégalités de niveau de vie ont nettement diminué en France en 2019. L'indice de Gini, qui permet de les mesurer, varie entre 0, l'égalité parfaite, et 1, l'inégalité absolue. Il s'est établi à 0,289 contre 0,298 en 2018. Les inégalités ont fortement reculé en France depuis les années 70, où, je le rappelle, l'indice de Gini s'élevait quant à lui à 0,337. En 2019, toujours pour l'INSEE, publication du 5 octobre 2021, le niveau de vie augmente pour l'ensemble de la population, mais la progression est plus soutenue pour les 50% des ménages les moins aisés. En 2019 toujours, le niveau de vie plafond des 10% les plus modestes, ou premier décile de niveau de vie, augmente de 2,8%, un rythme approchant l'avant-crise économique de 2008, la crise de 2008 bien sûr. En 2019 toujours, 9,2 millions de personnes vivaient en dessous du seuil de pauvreté, soit 80 000 personnes en moins qu'en 2018. La part des personnes pauvres dans la population française est de 14,6% en 2019. En comparaison avec d'autres villes similaires, Grenoble est relativement épargnée par la pauvreté, avec tout de même 19% de la population qui vit avec moins de 1 024 € par mois pour une personne seule, soit 5 points de plus de pauvreté que la moyenne française. À Grenoble, avez-vous permis à des Grenoblois de sortir de la précarité, Éric Piolle ? Alors j'entends déjà la contestation. La plupart des chiffres que je cite sont de 2019. Ça tombe bien, l'INSEE vient de mettre à jour ses données sur 2020. Quid de la pauvreté et des inégalités pendant la crise Covid selon l'INSEE ?
publication donc de novembre 2021. Les inégalités et le taux de pauvreté sont stables par rapport à 2019. Le taux de pauvreté est resté stable, l'INSEE le redit, en France en 2020 par rapport à 2019, malgré la crise sanitaire. 14,6% en 2020, soit 9,3 millions de personnes. Cette stabilité peut étonner si l'on se réfère aux 1 million de pauvres supplémentaires dont la presse s'était fait écho depuis un an. Indice de Gini, sur le ratio entre la masse des niveaux de vie détenus par les 20 personnes les plus aisées et celle détenue par les 20 personnes les plus modestes, ainsi que le rapport entre les déciles de 10% les plus riches et 10% les plus bas. Là encore, les inégalités restent stables malgré la crise du Covid et malgré les fake news qui circulent. Sans l'action du gouvernement, il y aurait eu 400 000 personnes sous le seuil de pauvreté en plus en 2020, selon Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'INSEE. Et il continue, le taux de pauvreté monétaire aurait augmenté de 0,6 points et l'indice de Gini de 0,07 points en 2020 sans ces mesures. Il conclut que les mesures, donc ce fameux Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'INSEE, il conclut que les mesures mises en place ont permis d'éviter la crise qu'on prédisait. Il serait de bon ton que collectivement, on ne véhicule pas d'autres informations que celles qui sont vraies. Le gouvernement continue de soutenir les Français, et le budget en cours de discussion le montre bien. Entame de la baisse de la dette, baisse du déficit et réduction des dépenses publiques, tout en inscrivant dans son projet, je prends quelques exemples au PLFSS, 3,3 milliards pour continuer la vaccination et les rappels de vaccination. Grande avancée aussi sur l'accès aux soins, contraception gratuite, parcours psy remboursé, accès direct aux soins de kiné, orthoptistes et orthophonistes, amélioration et revalorisation du statut des proches aidants, revalorisation encore des aides à domicile et financement de 10 000 recrutements dans les établissements EHPAD. Pour le PLF, le réarmement des missions régaliennes avec des augmentations de crédits du ministère des Armées, 1,7 milliard, de l'Intérieur, 1,5 milliard, et de la Justice, 700 millions d'euros, qui en 5 ans aura bénéficié d'une augmentation budgétaire de 33%. Des investissements majeurs de 70 milliards d'euros, ciblés sur la transition écologique, les jeunes et les plus précaires. Et enfin, bien sûr, la stabilité des dotations aux collectivités locales. Sur les dotations, vous avez du mal avec le principe de péréquation. Solidarité entre les territoires plus riches et les territoires plus pauvres. Oui, Grenoble redonne à des territoires plus pauvres. Cela veut dire que c'est une ville riche, en tout cas plus riche que la moyenne. Et l'impact de la crise sur les collectivités a quant à lui, été moins fort que prévu. Et plutôt que de demander toujours plus d'argent à l'État, si nous nous interrogions sur le fonctionnement global de la décentralisation. La décentralisation, c'est quoi? C'est l'État qui, depuis 40 ans, confie un pouvoir de décision à des assemblées locales élues, des compétences, des possibilités de lever l'impôt et de faire des choix de politique publique locale. Je parle ici des communes, bien sûr, mais aussi des départements, des régions et des intercommunalités. Pour mémoire, la décentralisation en 3 chiffres. Nous sommes plus de 615 000 élus locaux en France, record mondial, paraît-il, au regard de notre poids de population. En 2011, nous étions 600 000. Il y a aujourd'hui près de 2 millions d'agents publics de la territoriale. En 2013, c'était 1,7 million. Et à ce jour, les budgets des territoires représentent 246 milliards d'euros contre 228 en 2013. Ces 3 chiffres, élus, fonctionnaires, argent dans les territoires, sont en constante augmentation. Toujours plus d'élus, toujours plus d'agents publics, toujours plus d'argent dans les territoires. Voilà une réalité qui interroge. Face à la situation en France, et plus particulièrement dans nos territoires, les élus locaux doivent prendre leur part de responsabilité. Pourquoi, à Grenoble, persistez-vous à tout mettre sur le dos de l'État? D'autant plus que l'État est au rendez-vous dans les territoires. À titre d'exemple, le préfet a annoncé au Congrès des maires de l'Isère que le plan de relance, c'est 1 milliard fléché par l'État sur l'Isère. 1 milliard. Pourquoi Grenoble n'a-t-elle pas demandé, autant que d'autres collectivités, ces financements? L'État n'a jamais été autant redistributeur dans les territoires.
Que faites-vous de notre argent à Grenoble, Éric Piolle? Un mot sur le CCAS, plus 8% de subvention. Je me félicite que vous ayez entendu ce que nous plaidons collectivement dans votre opposition depuis maintenant 18 mois. C'était, en ce qui concerne Nouveau Regard, dans notre plan d'urgence du second tour. Proposition numéro 6. On avait proposé plus 20%. 8, c'est déjà pas mal. Nous avions aussi proposé un chèque du pouvoir d'achat de 200 € qui serait fort opportun d'actualiser. Proposition numéro 1. À consommer, évidemment, chez les commerçants grenoblois. N'hésitez pas à reprendre cette idée aussi, même si la confiance, M. Bach, n'est pas établie. Et on est loin quand même, avec ce CCAS, du rattrapage des niveaux antérieurs. Il aura fallu attendre 8 années de budget pour que vous augmentiez enfin ce budget crucial. L'évolution des dépenses de fonctionnement, quant à elle, va droit dans le mur. En 2019, je le rappelle, 234 millions d'euros. En 2022, 240 millions en prévisionnel. C'est donc plus 6 millions en 4 ans de dépenses de fonctionnement. Un mot sans détour sur les 1607 heures. En 2019, avec l'accord unanime et sans réserve de tous les représentants des employeurs publics de la territoriale, nous avons rendu obligatoire les 1607 heures. Déjà, sous la mandature de François Hollande, l'incitation était forte dans les textes. Ce n'est donc pas un scoop. Tandis que de nombreuses collectivités ont depuis longtemps, plusieurs années même, anticipé cet alignement, d'autres feignent, comme vous, de découvrir le sujet au prix d'un dialogue social précipité, crispé, brusqué et improductif. J'assume donc très facilement cette disposition, mais de grâce ne faites pas semblant. Vous saviez depuis fort longtemps qu'il fallait entamer le dialogue social et mettre en œuvre cette mesure. Vous avez volontairement attendu le dernier moment. J'attire votre attention sur les leviers de négociation pour accoucher d'un accord social autour des 1607 heures. La négociation sur le télétravail, les indices de pénibilité, la complémentaire santé, la prime collective, le fameux CIA, le RIFSEP qui permet d'aller jusqu'à 11 000 € de régime indemnitaire par an en catégorie C. 11 000 € par an possible pour les catégories C, je le redis 2 fois parce que c'est quand même une sacrée marge de manœuvre pour vous. Je sais que le dialogue social ne doit pas être simple et lorsque je me souviens de nos échanges du CCAS en 2020, je cite « Notre stratégie, faire plus avec moins. Ce n'est pas honteux, Madame Chalas, que de dire qu'il faut être plus efficace dans le service public. Le rendement économique n'est pas quelque chose qui nous échappe et qui est un gros mot. » Deuxième citation. Madame Chalas, il vaut mieux avoir des agents en CDD pour s'adapter à notre besoin réel que des titulaires pour rien. Les CDD, ça permet la flexibilité, donc on ne va pas tout supprimer. On assume aussi cette adaptation. Ces 2 citations sont signées Céline Delatte. Parfois, je regrette que les CA du CCAS ne soient pas publics. Encore une fois, assumez vos responsabilités sans renvoyer la balle à l'État, ou pire, au rapporteur du texte que j'ai été, car non, Madame Garnier, ce n'est pas la loi Chalas, il n'y a que vous pour la nommer ainsi. Cette loi a été votée démocratiquement. À vous maintenant de l'appliquer dans les meilleures conditions pour la collectivité et surtout pour ses agents. Un mot sur l'investissement. Vos projets 2022, je sais c'est long et fastidieux, mais nous aussi on vous écoute longtemps. Un mot sur 2022 et votre projet. Nous avons là une liste à l'après-vert de petites ambitions. Vous n'avez aucune vision globale, prospective, sur ce que vous voulez faire de Grenoble. Je cite à la volée. Poursuite du plan de lecture. Poursuite des travaux de rénovation. Poursuite de la mise en œuvre du protocole. Nous avons comme cela 12 poursuites, avec aussi quelques accélérations, renforcements, seconde phase. Livraison, c'est pas mal aussi. Livraison du parc Cambridge, car ça a été fait l'année d'avant et ça permet une inauguration en 2022, c'est assez habile. Il faut reconnaître toutefois quelques 11 démarrages ou lancements. Mais attention, c'est un piège, car il y a des démarrages ou des lancements de réflexion. Bref, dans un débat d'orientation budgétaire d'une ville de 160 000 habitants, on pourrait s'attendre à ce que ça vole un peu plus haut qu'une simple feuille de route, un inventaire qui n'a ni queue ni tête et qui n'a surtout aucune trajectoire. Je n'évoquerai pas aujourd'hui l'enjeu de la dette, mais il est considérable. Dans ces temps incertains où nous jouons collectivement notre avenir, la relance économique et en même temps l'emploi, la transition écologique et en même temps la justice sociale, on pourrait s'attendre à plus de hauteur et d'audace. Hélas, monsieur le maire, vous déployez votre hauteur et votre audace pour votre carrière politique. Le mur de la primaire a certainement été piquant,
Mais le message essentiel doit être entendu. Le modèle que vous développez à Grenoble ne convainc pas. Vous qui avez été le premier maire écolo de France d'une grande ville, que vous mettez en œuvre vos idées depuis maintenant 8 ans, nous attendions votre investiture comme une évidence. Et pourtant, vous n'avez pas convaincu vos militants. Votre projet grenoblois et vos résultats n'ont pas convaincu. À quand le changement de cap? Merci.